Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'assister à ce webinaire consacré au vaste sujet du private equity. Un petit peu d'histoire pour les plus anciens d'entre vous. Vous vous en souviendrez peut-être. En 1988, la société RJR Nabisco, cotée en bourse, était rachetée par KKR, dans ce qui fut le premier LBO. Selon le titre d'un livre qui a eu succès à cette époque, consacré à cet événement, Barbarians at the Gate, les barbares étaient aux portes du capitalisme de grand-papa. Les barbares, c'était les fonds de LBO. En 1985, David Swenson devient Chief Investment Officer du fonds de dotation de Yale University. Il l'est toujours. Il révolutionne l'allocation d'actifs de ses investisseurs de très long terme et crée ce qu'on appelle aujourd'hui communément the Yale Model, une allocation dominée par des actifs alternatifs et notamment des actifs privés, dont les fonds de venture capital et les fonds de LBO. Les résultats de ce fonds de dotation, une performance annualisée de 11,1% sur 10 ans. Pour la poche venture capital, le TRI sur 20 ans est de 241,3%. On parle de TRI. Mais le dernier rapport annuel de Yale nous rappelle que la performance annualisée réelle est de 20,2%, 241,3 versus 20,2. Nos intervenants reviendront sur les limitations du TRI. Le private equity n'a jamais eu autant d'argent à investir. La plupart des fonds de pension aux États-Unis voient en lui la seule solution pour délivrer les rendements nécessaires pour atteindre leurs objectifs de rendement. Et on assiste même dans certains pays à une retailisation de ces stratégies, jusque-là réservées exclusivement aux institutionnels. Il nous a donc semblé utile de nous intéresser à ce secteur qui est loin d'être une entité monolithique et sur lequel les informations ne sont pas toujours aisément accessibles. 3 spécialistes vont nous éclairer pendant environ 45 minutes et nous aurons ensuite une séance de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions par écrit dès maintenant. Et pour le moment, c'est nous qui allons vous poser une question à laquelle j'aimerais que vous répondiez. J'espère que vous avez tous eu le temps de répondre. Alors, 5 petites secondes. Donc, vous êtes majoritairement, enfin pas tout à fait, mais la plus grande partie d'entre vous pense que le private equity, le capital investissement, aura des performances supérieures à celles des marchés actions publiques dans les 10 ans à venir. 42%, 25% d'entre vous ont l'honnêteté de savoir, de répondre qu'ils n'ont pas de boule de cristal. Merci à vous. Ludovic Philippou, vous êtes professeur à la Saïd Business School de l'Université d'Oxford et vous étudiez depuis des années le secteur du private equity. Dans un de vos récents papiers de recherche, vous le qualifiez de billionaire factory. Ces milliardaires, ce sont les GPs, les General Partners, pas les LPs, les Limited Partners. Est-ce que vous voulez nous expliquer pourquoi vous qualifiez le secteur de billionaire factory? Oui, merci pour l'invitation. Je vais partager avec vous ces travaux. Je vais le faire en anglais si ça ne dérange pas. This is indeed a research paper I wrote, which is probably one of the simplest one I've ever written. And the question was pretty simple. I wanted to know and to write about how much money was given to private equity funds, how much money was given back to the original investors, and how much people got paid for the performance they delivered. So of course, I've looked only at aggregate amounts, and I'm an economist. I'm not interested in knowing whether Paul will do better than Jacques. But I want to know in dollar terms how much cash went to that sector, how much came back, how much was taken as a performance fee. So when you do aggregate amounts, it means that if you have some very large players in the sector, you're mainly talking about them. So once again, this is North America that I focused on. It's going to be mainly Blackstone, KKR, and the like, the very big ones, because it's dollar weighted, and so it's going to be mainly leveraged buyout or big real estate and so on. And the money that they have taken as a fees, not all the fees they have charged. I've only quantified how much they got as a reward for the performance. So it is
the equivalent of the étrennes de Noël in France. It is basically if you have reached a certain return, then you receive a certain amount of cash that is distributed to you personally. It's not to cover any operating expenses. It is a pure compensation for your performance. And so that's what I quantified. And indeed, there is a lot of people that have received billions. And this is what I put next to how much they have delivered to the end investor. Okay. So I have also a poll for people. We can pause here for a sec. This is a statement that was in Forbes magazine. You have it here as a poll on your screen. And it is a bit subtle, actually, very, very. You need to read carefully the answers because it's a bit of a trick question. Yeah, so let's close the poll and see the answers just for now. But okay, that's pretty cool. Okay, good dispersion of performances of answers. Great. So basically, in the paper, I tried also to put things into perspective in terms of the cost of this financial intermediation of private equity. Something I spend a lot of time on. When I started my PhD in economics and in finance, we were puzzled at the time, it was the late 90s, early 2000s, we were puzzled by how much it cost to invest in public markets. We thought mutual funds were outrageously expensive. We thought that doing an IPO, especially in the US, was outrageously expensive at 7% of the amount of capital you were trying to raise. And economists were very puzzled by these magnitudes. And private equity came in and then just like blew everything out of proportions in a sense. So investing in private equity, the cost of it is actually pretty unknown, very unknown. We can make some estimates, and I've put some in the papers about how much it costs to execute these sorts of transactions for the fund managers. And so how much money they need to recoup from their returns, their capital gains. And I have also calculated in different papers how much fees a fund takes, the equivalent of the expense ratio for a mutual fund. And basically, we're talking about 7% a year on average in the US. It is a bit cheaper in Europe, but it's never less than 5% a year. So that's the sorts of magnitude that people do not see, they do not face it, but that's the numbers that you very quickly reach when you do simple simulations of fee structures. Okay, so I'll skip that. I'm happy to answer about this in Q&A. Then I'm going to show you what LBO returns are. So here I'm focusing only on leveraged buyouts. This is the best performing of all the subsectors of private equity. And again, I'm talking only about the US. In the US, we have a pretty natural benchmark for leveraged buyouts for private equity, which is US public equity. It's a very large number of stocks, so we can easily pick a good benchmark, something that resemble private markets pretty well. And basically, the IRR, so the TRI in French, is around 11% for these 2 decades of vintages. The multiple of money is how much money you received compared to what you have given. So you have received $1.7 for every dollar that you have given, net of fees, according to this data set. So we think that this data set in the US is pretty precise. It is not coming from the fund managers, it's coming from the investors. So we have quite some confidence that indeed the multiple of money is about like 1.65 in that sort of magnitudes for the average fund.
The PME is now, the academics have told everyone to use PME to measure performance, that it was the right way to measure performance. It's a ratio of present value. It's basically is the net present value concept that you're told in any business course in the world. And practitioners have kind of embraced it, but they embrace the name, but not the methodology. So it's a bit weird. Like we have, everyone says they use a PME, a public market equivalent, but they all calculate it differently. And then sometimes in a very weird way. So this is a proper PME. This is the academic PME. This is with present values, with a discount rate, which is here the S&P 500. And you have a result that is quite well known, and that is in the papers of Kaplan, in any other academic paper, which is that compared to the S&P 500, private equity has largely outperformed on vintages from 96 to 2005, each vintage equally, there was no big differences between vintage years. But from 2006, every vintage year is very close to 1, meaning that they have performed as well as the market, as the S&P 500. So that every economist has these numbers and have shown these numbers. So that's compared to the S&P 500. And many people have talked about that, as in the Bain report of this year, for example, that the S&P over the last 15 years has done as well as private equity, etc. And people get confused because they think like, well, but that's not what my consultants say. That's not what I typically read. And so I need to then show you a bit that the issue doesn't come from being able to measure private equity returns. The issue comes from the choice of benchmark. And that's what drives all the different stories you hear. So what seems to be an incoherent story is perfectly coherent once you understand the performance of different benchmarks. So basically, the returns of public markets are here. I'm sorry, my computer is a bit slow and keeps on skipping slides. The top four are indices that are basically evaluated indices. So it's basically large cap US stocks. What you see is that from 2006, large cap US stocks have returned 10 to 11% a year. From 96 to the financial crisis, however, they did pretty bad. They were like at 7, 8%. And historically, this is very low for the S&P 500, which has been historically at about 12%. So from the mid-90s to the financial crisis, large cap US and also large cap global in most countries have done very badly. And over the last 10 years, they have done 14% a year. The other thing to know is that MSCI World, or any index of global stock markets, have done pretty badly throughout the time period. And it is mainly due to the weakness of emerging market currencies compared to the US dollar across that time period. Over the last 10 years in particular, the US dollar has strengthened compared to emerging market currencies. And so returns in US dollars are pretty low. And so MSCI World and the like will have low returns in US dollars. The next point is the Russell 2000, which is very often chosen as an index, is the worst performing index in the mid-cap space in the US because of the way it is constructed. And it has been changed recently, the methodology has been changed recently, but up until that change of methodology, this has been the worst performing index in mid-cap and small cap in the US. And the bottom three are kind of to give you an idea of where small cap, mid-cap stocks, how they have performed in the US. And you will notice that they have performed 10, 12% over the last 15 years, 14% over the last, you don't see your presentation? No, sorry, I cannot see the presentation. Can anyone else see the presentation? If you can, please raise your hand. If you cannot, please raise your hand. Yes, so I believe most people unfortunately cannot see your presentation. Please try to click yes. Do you see it now? Perfect, wonderful. Sorry, yeah, please tell me, yeah, I missed that. So basically, sorry, yeah, so it's hard to see if you didn't see the numbers in front of you, but it was a bit difficult. So this bottom line
large cap US stocks, bad performance before the financial crisis, normal performance after a financial crisis. MSCI World, terrible performance throughout. Russell 2000, terrible performance throughout. Small cap and mid cap stocks did better than Russell 2000 at any point in time. And small and mid cap stocks have done better than the S&P 500 by about 3-4% a year before a financial crisis, and equally after a financial crisis. So why is it important? Because once you understand that, you understand all the stories you will hear about private equity returns. Private equity in the US, it's mainly LBO, late stage VC in dollar terms, a bit of real estate, etc. It is basically small cap and mid cap stocks, and they perform as well as small cap and mid cap stocks. So when you compare the private equity to the S&P 500, like people have done before the financial crisis, all of you were in the financial markets before the financial crisis, all the presentations were always having the S&P 500 as a benchmark. The S&P 500 was underperforming small cap and mid cap. It was underperforming private equity. But private equity had the same returns as mid cap and small cap before the financial crisis. The last 10 or 15 years, S&P 500 does as well as small and mid cap, and private equity is doing as well as S&P 500. But now people are not using the S&P 500 anymore as a benchmark. They're using MSCI World. Now in any presentation, MSCI World is the benchmark. It's the worst performing index. And when people say, oh, but I have a mid cap index in the US as a benchmark if you prefer, and then pick up Russell 2000. So once you understand that, you understand all the results that are presented to you. It's not coming from private equity being difficult to measure in terms of returns, etc. We have very good databases by now. It is coming from the different benchmarks that people are using. So to illustrate, this is an example of something that an investor has shown in its annual report. You see, they show public equity returns, and they say last 10 years, 10%, 11%. And then they show private equity returns last 10 years, 14%. And their conclusion is private equity is doing amazing for us. Problem is, the public market portfolio is a global portfolio. It has the same return as the MSCI World. If you remember the MSCI World number I've just shown you, it's the same return as MSCI World. Private equity is mainly US small cap and mid cap, and it has the same return as private equity, small cap and mid cap stocks. And so, again, if you compare just public equity portfolio to private equity portfolio for institutional investors, they will see these sorts of things and think that private equity is doing better. But it's just because it's overweighted in the US and in small cap and mid cap, that's it. So another example here is given by a consultant that concluded that private equity was a great investment and was better than anything else. Interestingly, in the report of that very consultant, we could see a split between private equity and there was non-US stocks versus US stocks. And if you compare US stocks, this is pension fund returns in the US. Pension fund US returns were 15%, 14% in stocks, US stocks, but were only 7-8% for non-US stocks. And private equity was 14%, which is the same return as US stocks, the same return as small cap, mid cap US stocks. But then this consultant just put together, despite showing that, put together all the public equity together, non-US and US, and said, see, it's better than private equity. So beware of this play with benchmarks and time periods, etc., that people can easily do to show you that the returns are amazing. And given that it is an expensive product, it is not very hard to imagine that a number of people have an incentive to sell you something expensive and tweak things so that they look very good. Now, the other aspect and the other goal of the study was to see how much people got rewarded for basically giving a performance that is equal to the stock market in the US again, right? So US private equity overall has given the same returns as US stocks over the last 15 years, any benchmark you choose, except Russell 2000. And over a longer period as well, if you choose small and mid cap benchmarks, which is closer to what private equity really does. And the answer is just over the last 10 years,
is $230 billion. This is the amount of money that is given directly to people individually. Again, it's not covering operating expenses. It is just a cash reward. If you go back longer in time, we have numbers that is close to $500 billion, 500 billion. This is what has been distributed to individuals. And we see, therefore, a large number of people showing up in the Forbes 500 list who are founders of private equity firms, senior general partners at private equity firms, and these guys have just made billions out of this carried interest in particular, and management fees as well. But this is only for the carried interest, the performance fees. And the other thing that is interesting is 3/4 of private equity funds in the US are beating their hurdle rate and therefore are earning a carried interest. So you have a situation where you have all these private equity funds that are in the money, are receiving tons of carry, and yet in the US, private equity on average has given as much as public stocks. And so that ends the title of the paper. I'm going to show you one more thing. Of course, for 20 years, I've been struggling with why is it that people don't see this. These are extracts from SEC filings where you see very large firms like KKR and Apollo just telling you rates of returns they have that are just not true. They're not plausible. They're not feasible even. And they don't coincide with how much money they return to the investors. So what they use is IRRs, and that's what generates numbers that are like completely nuts and stupid. But some people, and many people, are influenced by it or even believe them. And to try to make that point and to drive that point home, I came up with this graph here that I posted also on social media and in the paper, which shows you the return reported by KKR since its inception, which is 1976, in official SEC filings, so in plain daylight, every year. If you look at KKR returns for their funds from 76 to 96, their returns is 26% net. Again, this is an IR, but they call that a return, 26% net. And if you look at KKR filings every year, they tell you that since inception, they have the exact same number every year. So in 2007, KKR was telling you that they had 26% return on average since inception. In 2014, they were telling you it was 26%. The last 5 years, they've been telling you it's 25.6. The number never changes. And it's the exact same situation for Apollo. And it was the same situation for Yale Endowment until I called them on it. And so a lot of people are looking at these numbers, thinking that they are really comparable to rates of returns on public markets, and get a completely wrong idea about what private equity returns are. And the issue with IR is fairly complex. We can come back to that in Q&As. I'm happy to try to explain it a little bit more, but I think there is a huge lack of education and understanding on this issue. And most people think they understand why IR goes ballistic or why it goes wrong, but in my experience, they do not. The problem of IR is not that it is one measure among others, and if you look in combination, it will be okay, blah, blah, blah. It's not. It's a measure that is deeply flowed, and people can play on their cash flows in order to play on the flows of this measure to make it look completely crazy, like this table I'm showing you. We're not talking here about a measure that is, sometimes wrong, that can, it needs to be seen in context. I'm showing here the returns reported every single year by major private equity firms. These numbers never change, and these numbers are not plausible because if you try to compound at 25% rate, annual rate, any number from 1976 to today, you will just get to totally crazy numbers that nobody has ever seen. You just invest 1 million in 1976, compound it at 26 million, and today you would have a GDP of France, and you probably need to add Germany to it. So this is not just like, a mildly flawed measure. It is a very, very dangerous measure. And so I guess I have only like 1 minute or not, maybe even. So again, I'm happy to take any questions at the end on anything that is of interest. I just wanted to
flag a couple of things. Advertisement. One, a lot of things are in my book, if you're interested. Private equity laid bare. And the other thing is that we have an online executive education course on private markets. And there is a special discount for CFA France members with the code that is here on the slides, and you will be able to see this code later. And so if you're interested, you can take advantage of that. So that's my main points, and I'd be happy to take any questions later. Merci Ludovic, merci pour cette présentation détonnante et merci pour la remise que vous avez obtenue pour nos membres pour le programme d'Oxford University. Jean-François Bouilly, vous dirigez le comité GIPS de CFA Society France. On a donc vu que la mesure de la performance des fonds de private equity est un sujet très controversé. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qu'en disent les normes GIPS? En activant votre micro. Voilà, erreur de débutant, désolé. Donc, je disais que je vous remercie de m'accueillir pour parler de ce sujet ardu que sont les mesures de performance et les standards GIPS. Je vais essayer de réconcilier un peu les points de vue, parce que je pense qu'on a mis le doigt sur le problème de la présentation des performances. Alors, pour rappel, les standards GIPS, ils sont nés en fait de la constatation dans les années 90 qu'on pouvait dire tout et n'importe quoi aux présentations de performance, puisque chacun prenait en fait l'instrument qui l'intéressait, la période qui lui convenait, et donc l'AIMR, donc l'ancêtre du CFA Institute, à l'époque avait créé les standards AIMR PPS pour pallier à cette foison de chiffres un peu dévalorisés. Donc, ces AIMR PPS sont devenus les GIPS, qui ont pour vocation d'avoir une présentation relativement uniforme et relativement standardisée des différentes performances. Le CFA Institute a publié l'an dernier sa dernière version, dite les GIPS 2020, pour pouvoir clarifier un certain nombre de points et surtout d'élargir son application justement au domaine de la gestion alternative que sont l'immobilier et le private equity, qui sont effectivement sous-représentés dans les sociétés qui reprennent les GIPS. Pour information, 24 des 25 premiers asset managers sont GIPS compliant. Il y en a 18 en France et un seul acteur français spécialisé dans le private equity et GIPS compliant. Pour accepter en fait et adhérer aux normes GIPS, en fait, ça va au-delà d'une simple approche commerciale. C'est souvent un prérequis pour répondre aux différents appels d'offres, mais la volonté du gestionnaire d'actifs d'adhérer à ces standards lui impose, et souvent de façon volontaire et de façon active, une transparence importante dans les chiffres qu'il a envie de présenter. C'est souvent aussi, au-delà de ce travail de standardisation et de mise en conformité des différentes performances, un travail de fond sur aussi la définition des composites, des différents fonds pour ne pas mélanger ce qui ne doit pas être additionné. Donc on assiste en fait à une présentation relativement claire des différents composites. Chaque actif rentre dans une composition précise, une stratégie d'investissement précise que sont les composites. Pour information, les standards, c'est 70 pages dans leur version standard, mais c'est 500 pages d'explications pour bien comprendre pour les professionnels. Donc, vous voyez bien que c'est un gros travail
réalisé par des membres du CEF Institute, mais aussi beaucoup de non-membres, puisque c'est une commission très technique, plusieurs commissions très techniques. Et un effort est tout à fait fait pour être accepté de façon sans controverse. Alors, pour conclure, je comprends, et on ne peut qu'accepter la controverse sur les money weighted return et tel que l'a présenté Ludovic. Il est évident que quand on voit l'exemple des différents fonds ou de ce qui est présenté par l'Université de Yale, on ne peut être que pour le moins suspect quant à la présentation des chiffres. Par contre, l'utilisation des time-weighted return peut être aussi sujet à controverse. Pour ma part, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de réponse parfaite. Chaque approche et chaque méthodologie a son avantage et son inconvénient. Par contre, ce que je sais, c'est que les GIPS imposent de donner beaucoup d'informations et beaucoup de transparence, ce qui manque quand on cite un seul chiffre. Et donc, quand on lit un rapport qui est GIPS compliant, on a obligatoirement beaucoup d'informations sur les montants en question, les cash flows, et ce qui permet de se forger directement une opinion quant à la, je ne vais pas dire la véracité des chiffres, parce que les chiffres sont vrais, mais sont sujets à interprétation, mais ça permet d'aller un peu plus loin dans l'analyse des chiffres communiqués. Donc en fait, les GIPS ne sont pas juste un support pour calculer un TRI ou une autre mesure, mais vraiment une philosophie et une mesure de présentation qui ne peut être que standardisée. Je vais arrêter là et je suis prêt à répondre à toutes les questions. Merci Jean-François. Moi, je retiens qu'il existe un potentiel de progression important au sein des acteurs français du capital investissement en matière d'adoption des normes GIPS. France Vassaux, vous avez entendu le message. Avant de céder la parole précisément à France Vassaux, nous allons vous poser une question. De nouveau. Encore quelques secondes, c'est assez serré. Eh bien, encore une fois, c'est la majorité des répondants qui a raison, puisque c'est bien 10,4%. Nous y reviendrons très rapidement avec France Vassaux, qui est directrice générale adjointe de France Invest, l'Association française des investisseurs pour la croissance, qui rassemble les sociétés de capital investissement actives en France et les professions associées. France Vassaux, est-ce que vous reconnaissez le secteur du capital investissement français dans le tableau peu flatteur que Ludovic Phalippou vient de nous dresser? Non. Non, je ne peux pas reconnaître le capital investissement français dans ces tableaux, dans ces chiffres. Tout d'abord, je pense qu'il faut peut-être présenter un peu ce qu'est le capital investissement français. Rappeler que le capital investissement est une activité qui existe en France en fait depuis près de 40 ans, que le premier véhicule de capital investissement qui a été instauré par la loi date de 1983, avant même les OPCVM. Et oui, avant la loi de 80, la directive européenne de 1985. Donc, ça fait plus de 40 ans que le capital investissement est actif en France et qu'il y a des acteurs français qui réalisent des opérations et qui vont financer les startups, les PME, les ETI à n'importe quel stade en fait de développement de ces entreprises. Et je pense que c'est important effectivement de le rappeler. Alors, je vais essayer d'avancer. Pour mieux en fait comprendre comment fonctionne le capital investissement français, je vous propose déjà de le positionner
de le positionner non pas au niveau du mondial, mais déjà de nous limiter à une zone que nous connaissons bien, qui est l'Europe, sachant que la France en fait est le deuxième marché en fait du capital investissement en termes en fait de levée de fonds. Le premier marché reste naturellement historiquement le Royaume-Uni, qui, comme vous le voyez, en 2019 a levé près de 61 milliards d'euros. Il faut comprendre que le Royaume-Uni en fait est un marché de levée de fonds où effectivement sont présents beaucoup d'anglo-saxons sur Londres, mais ce n'est pas un marché en fait où il y a beaucoup d'investissements. C'est-à-dire que la plupart des fonds qui sont levés au Royaume-Uni vont en réalité être investis partout en Europe, pas uniquement au Royaume-Uni. En France, nous avons une levée de fonds de 61 milliards d'euros. Et nous sommes suivis, après vous voyez les autres pays comme l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, la Suisse, l'Espagne et la Belgique qui ont des levées de fonds moindres. Clairement, la particularité en plus qu'a le capital investissement français, c'est qu'en montant en fait après, en montant levé, mais aussi après en montant investi, vous voyez les différences par rapport au montant levé. Le capital investissement français investit beaucoup dans beaucoup d'entreprises. En termes donc de montant investi, la France reste le deuxième marché, puisque le capital investissement en 2019 avait investi 19 milliards d'euros dans l'économie française et européenne, et dans beaucoup d'entreprises, puisqu'on a investi dans 2314 entreprises. Alors qu'au Royaume-Uni, 36 milliards d'euros ont été investis dans seulement 1413 entreprises. Vous vous rendez bien compte que le ticket moyen n'est pas du tout au même niveau. On n'est pas du tout sur les mêmes montants. Nous sommes suivis d'un peu plus près donc, par l'Allemagne, qui a investi 13 milliards d'euros dans 1144 entreprises, et après suit l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas. Pour vous donner en fait un ordre d'idée du positionnement, en tous les cas, du capital investissement français en Europe. Donc, on est un marché important, puisqu'on est donc en Europe continentale le premier marché du capital investissement. Nous avons quelques chiffres intéressants concernant le premier semestre, qui est un semestre qui a été donc le semestre du premier confinement. Donc, où nous avons noté que dans les chiffres clés du capital investissement français, une certaine résilience, avec tant en termes, en tous les cas, de montant levé, puisque nous avons levé près de 7,4 milliards d'euros. Et nous avons investi beaucoup plus que ce qui a été levé, puisqu'on a investi 7,7 milliards d'euros. Pendant très longtemps, on a reproché, ce qu'on reproche souvent d'ailleurs, toujours au capital investissement, mais je pense que c'est une image d'Épinal, que le capital investissement avait beaucoup de dry powder. En tous les cas, dans le capital investissement français, on investit en France dans des PME, des startups, des entreprises de taille intermédiaire non cotées. Et au premier semestre 2020, près de 1000 entreprises, plus de 1000 entreprises ont bénéficié en fait d'un financement du capital investissement sur le premier semestre, qui est quand même assez conséquent. En revanche, sur le marché des cessions, puisque comme vous le savez, le capital investissement va porter en fait une participation dans un fonds pour une durée entre 5 à 7 ans, une moyenne de 5 à 7 ans. Là où en fait le capital investissement réalise en fait sa performance, c'est lors de la cession de la participation. Ça, c'est très important de le comprendre. C'est lors de la cession de la participation, et c'est sur les plus-values de cession en fait que le véhicule de capital investissement va pouvoir dégager en fait une performance. Et sur le marché en fait des cessions, effectivement, le premier semestre a été moins bon que les premiers semestres de l'année 2019. Donc là, quelques chiffres avec un histogramme qui remonte donc à 1997. Donc vous voyez déjà sur un peu plus de 20 ans les différentes crises, comment est-ce qu'on a réagi en fonction des différentes crises. Les crises des subprimes en termes de levée de fonds, bien sûr, les levées de fonds se sont écroulées. Aussi, la crise de la zone euro, on a une certaine sensibilité sur la devise, a été également en fait un facteur de diminution en fait des levées de fonds.
Mais sinon, le trend depuis 2013 est à la hausse jusqu'à un montant historique, donc en 2019, où on est allé jusqu'à quasiment 21 milliards d'euros de levée. En revanche, donc le premier semestre, je vous dis par rapport au semestre de l'année dernière, qui était en fait le premier semestre déjà 2019 était déjà un record. On était à 8 milliards, on est qu'à 7,4 milliards, ce qui montre aussi l'intérêt des investisseurs pour cette classe d'actifs. Maintenant, en termes de montant investi, là, à nouveau, vous avez l'histogramme sur la même période, à compter de 1997. Vous voyez en fait qu'on suit en fait les montants des levées, hein, quasiment, avec un trend très positif en termes d'investissement historique, puisque vous constatez qu'en 2012, alors qu'il y avait en fait la crise de la zone euro, on a investi beaucoup plus que ce qui était en fait que ce qui était prévu, ce qui avait été en fait levé. On a investi plus d'1,5 milliard de plus que ce qui avait été levé. Donc le dry powder a servi à cette époque, pendant cette période de crise, à pouvoir continuer à financer les entreprises. Et c'est ce qui va probablement se passer, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle également. Concernant maintenant le nombre d'entreprises accompagnées, donc vous voyez sur l'ensemble des années, depuis une douzaine d'années, on est à une moyenne assez importante. On a près de 1000 entreprises en moyenne semestrielle et sur une moyenne annuelle, on a dépassé, en fait, entre 1500 et 1600 entreprises accompagnées tous les ans depuis maintenant, sur cet histogramme, depuis 12 ans. Voilà. Maintenant, comment se répartissent les segments? Et c'est là où je pense que les choses sont très importantes à comprendre en termes de marché. On a constaté un investissement très important lors du premier semestre sur des entreprises, des startups, des entreprises donc innovantes, puisque des investissements importants en 2019 ont eu lieu en tous les cas l'année dernière. C'est un marché qui, après avoir eu donc la crise que l'on connaît de la bulle Internet, est devenu en fait, a énormément appris de cette crise, et on arrive maintenant à avoir en fait un marché beaucoup plus mature sur le venture. On n'est pas le seul pays d'ailleurs en Europe à avoir un marché assez orienté vers le venture. C'est le cas par exemple aussi de l'Allemagne, et c'est toujours été historiquement le cas des Scandinaves, c'est le cas aussi de l'Allemagne qui tire pas mal aussi son épingle du jeu sur la partie venture. Nous avons aussi par exemple des marchés un peu plus jeunes comme l'Espagne qui tire aussi son épingle du jeu sur la partie venture. Donc en France en 2019, donc 2,3 milliards ont été investis dans plus de 1000 entreprises, 1000 startups. Donc, c'est important de le signaler. On est donc sur un nombre d'opérations assez conséquentes. En ce qui concerne le capital développement, qui, je vous rappelle, est une prise de participation minoritaire pour accompagner la croissance d'une entreprise. Dans le cadre donc, du capital développement, on a investi près de 4 milliards d'euros dans 840 entreprises, donc qui sont essentiellement des PME de taille, des entreprises plus matures, qui sont des PME ou des grosses PME et des ETI. Et enfin, ce qui concerne le buyout, petite particularité, c'est qu'en France, on fait du management buyout, donc on est toujours accompagné par l'équipe de managers dans les opérations. Là, les montants sont beaucoup plus significatifs en investissement, puisqu'on est à 13 milliards dans 441 opérations. C'est le nombre d'entreprises accompagnées est bien entendu moins importante. L'année dernière, on était à 384 entreprises accompagnées pour 9,6 milliards. Et puis, vous avez le capital retournement, qui est malheureusement l'un des segments les plus compliqués, en termes de montants investis, de montants levés et de nombre d'entreprises accompagnées. C'est le plus petit des segments. Maintenant, en ce qui concerne le premier semestre, sur le premier semestre, à nouveau, un trend assez élevé, toujours un peu moins important que l'année dernière, néanmoins, mais l'année dernière était une année exceptionnelle, l'année 2019 était une année exceptionnelle. L'année 2020, on arrive quand même à avoir un maintien assez important des investissements,
tant dans les entreprises innovantes que dans les entreprises de capital développement. En revanche, concernant les opérations de buyout, le nombre d'entreprises accompagnées est de 133 entreprises pour à peine 5 milliards d'euros. On est vraiment sur un segment qui a été le moins dynamique, en tous les cas, sur ce premier semestre. Alors qu'en revanche, sur le capital développement et le capital innovation, donc sur le venture et le growth, on arrive à des trends quasiment similaires par rapport à l'année, par rapport en fait au semestre passé, une vraie stabilisation, ce qui est important, ce qui veut dire que le capital investissement pendant le premier semestre 2020 a continué à accompagner les entreprises à les financer. Là, c'est le rappel du nombre d'entreprises qui ont été en fait cédées sur la période. Voilà, ou investi, c'est sûr, oui. Je vais peut-être maintenant passer à l'autre sujet qui est un sujet d'intérêt de ce que j'ai cru comprendre sur cette présentation, les fameuses performances. Alors, de manière historique, les performances nettes, donc on utilise le TRI net, c'est-à-dire que les frais, tous les frais sont sortis, y compris aussi et le carry interest. Donc c'est net, net, net. C'est ce qui ressort dans la poche normalement de l'investisseur. En termes, donc depuis le début historique, c'est-à-dire depuis 1987 jusqu'à la fin de l'année 2019, on arrive en fait à un TRI net de 10,4%. Donc, c'est la réponse au questionnaire qui vous a été proposé tout à l'heure. Sur 15 ans, on arrive donc à 11,4% de TRI. Sur 10 ans, on est à 11,3%. Et sur la performance nette des fonds clos, c'est-à-dire, ça c'est important parce qu'en réalité, comme je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est de prendre en compte uniquement les fonds qui ont cédé toute leur participation, puisque c'est sur la plus-value de cession des entreprises détenues dans le portefeuille que la performance jouera. Donc, ce qui est important, c'est de prendre en compte surtout celle des fonds clos. Et là, on se rend compte qu'on arrive à 12,8% de TRI. Ce qui est, donc là, c'est tout segment confondu. Là, c'est le petit rappel, ça c'est, je ne vois plus le Ludovic Phalippou, mais là c'est la comparaison habituelle que l'on fait par rapport au CAC 40, par rapport en fait à l'immobilier, par rapport au hedge fund. Effectivement, sur 15 ans, le capital investissement en fait français a performé sur une période, une moyenne d'une période donc qui va de 2005 à 2019, donc qui comprend la crise des subprimes. Voilà. Autre point important sur lequel je voulais insister plus particulièrement, c'est que l'investissement dans le capital, investir en fait dans des entreprises, dans les PME, dans les ETI non cotées, c'est aussi apporter des capitaux. Et apporter des capitaux, c'est aussi créer de l'emploi. C'est également en fait faire croître en fait le chiffre d'affaires et la rentabilité des entreprises. Chose que l'on démontre, puisqu'on a en fait une étude dédiée à cela, on a été la seule association nationale au monde, il faut le dire, dans le capital investissement, à avoir mis en place en fait initialement cette étude. C'est une étude assez ancienne qui a pour vocation en fait d'essayer d'expliquer, parce qu'on se rendait compte qu'on était face souvent à une incompréhension de ce que l'on faisait, puisqu'on est dans le non-côté. Quand je vous parle de sociétés dans lesquelles on est investi, ce ne sont pas nécessairement des sociétés que vous connaissez, parce que quand on parle de L'Oréal, quand on parle de Renault, tout le monde comprend exactement. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'ils font. Moi, quand je vous parle de petites entreprises, par exemple Severglass, tout le monde ne connaît pas Severglass, alors que c'était une société leader dans le flaconnage de luxe, par exemple, ou certaines petites entreprises. Bon, tout le monde connaît les meubles Gauthier, par exemple, qui est aussi une entreprise qui investit dans le capital d'investissement, qui fait de la fourniture, qui fait des meubles, qui fabrique des meubles en bois. Donc, on est sur des entreprises qui ne sont pas nécessairement connues du grand public et qui pourtant, en fait,
permettent de créer beaucoup d'emplois et ont de la croissance. Et on démontre notamment que sur 3301 entreprises accompagnées, parce qu'en fait, il y a tout un process sur l'étude, donc on a besoin d'avoir des données assez, on va vraiment dans le détail sur ces participations-là. On arrive en fait à une croissance de 6,2% en fait, ce qui est assez importante, plus importante que celle en fait de l'ensemble du PIB de l'OCDE ou de la France. Si on ajoute donc ce chiffre de 6,2% de croissance ne tient pas compte de cas des build-up, parce que vous savez que la plupart des opérations en réalité de capital de capital investissement vont notamment en fait permettre de faire des build-up, donc d'acquérir d'autres entreprises pour faire grossir l'entreprise plus rapidement. Bien entendu, on n'a pas tenu compte de l'effet d'acquisition, des fusions-acquisitions. Dans ce cas-là, si on tient compte des fusions-acquisitions, on arrive à une croissance de 8,2%. Voilà. En ce qui concerne la création d'emplois, autre point important, puisque la croissance dans l'emploi d'une année sur l'autre, nous la suivons. On a sur les 5 dernières années, alors c'est une étude qui est en décalage d'un an, hein, on aura la prochaine étude sur l'année 2019, à la fin de l'année 2020, il y a un décalage structurel d'un an. Donc en 2018, on a créé 74 500 emplois. Net, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte à nouveau de l'effet des fusions-acquisitions. Et si on avait tenu compte de l'effet des fusions-acquisitions, on serait à 107 000 emplois nets créés. En cumul de création d'emplois entre 2013 et 2018, on arrive à 266 000 emplois. Donc on crée vraiment de l'emploi et on le démontre. Et ça, c'est un point important pour que les acteurs, notamment les acteurs publics ou le grand public, puissent comprendre en fait ce que fait le capital d'investissement. On investit réellement dans l'entreprise, on suit un projet d'entreprise et on apporte en fait des capitaux nécessaires qui vont permettre à cette entreprise de croître et de créer de l'emploi. Enfin, dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est tout ce qui concerne en fait la finance durable. Et les actions qui ont été menées depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, maintenant ça fait 12 ans, que l'on a travaillé sur le développement durable, sur la manière dont on doit adresser dans le capital investissement ces sujets. On a eu beaucoup d'initiatives. Alors là, je vous ai mis en fait un histogramme qui reprend toutes les initiatives. Enfin, j'en ai sélectionné certaines parce que sinon, j'avais plus la place. Hein. C'était pas possible. Et encore, celle de 2020, j'ai dû les mettre au bout parce que c'était illisible à la fin. Depuis 2008, en fait, en 2008, il y a eu une vraie prise de conscience de l'intérêt et de l'importance d'avoir en fait un engagement fort vis-à-vis notamment des investisseurs sur la croissance responsable. Et dans ce domaine, nous avons en fait les membres de France Invest ont signé en fait des engagements sur ces sujets qui sont d'ailleurs publics puisqu'ils sont sur notre site internet. Nous avons, pour assurer le développement de ces engagements, en fait, créé en fait une commission ESG, qui a écrit donc un premier rapport qui était en fait un livre blanc sur comment est-ce qu'on implémente ces critères, les critères ESG. Nous avons mis en place des conférences annuelles pour évangéliser auprès des membres, pour pouvoir que la communauté puisse se retrouver et mettre en place de bonnes pratiques. Nous avons également mis en place en fait un baromètre CleanTech à l'initiative notamment de la commission climat de France Invest qui regroupe en fait les acteurs qui investissent dans les CleanTech, c'est-à-dire tout ce qui touche de manière, je veux dire un peu plus simple, les énergies renouvelables entre autres, parce que le CleanTech ce n'est pas que les énergies renouvelables, c'est aussi tout ce qui concerne par exemple la mobilité, l'écomobilité, tout ce qui concerne aussi différents autres segments liés, donc on appelle les clean tech parce qu'il y a toujours un côté un peu innovant dans ces démarches. Donc nous avons en fait un baromètre qui compte le nombre d'opérations et les montants financés et nous avons beaucoup d'ambition sur ces segments. En parallèle, nous continuons également, France Invest a été la première association française à faire partie, à adhérer en fait au network supporter des UNPRI.
puisque nous appuyons beaucoup en fait sur les principes d'investissement responsable des Nations Unies pour implémenter les critères ESG dans les participations détenues. Nous avons mis en place donc un système avec un rapport, puisque dans le cadre en fait de cet engagement vis-à-vis des UNPRI, nous avons l'obligation de produire un rapport tous les ans. Nous produisons ce rapport tous les ans où nous expliquons exactement ce que nous faisons. Et nous avons la velléité l'année prochaine de faire ce qu'on appelle un rapport intégré, c'est-à-dire que dans notre rapport d'activité, il y aura un volet dédié uniquement à la partie en fait critères ESG. Nous avons mis en place également en fait, c'est plutôt des membres ont eu l'initiative lors de la COP21 de mettre en place en fait ce qu'on appelle l'initiative Climat 20, qui est devenue, qui a été endorsée, qui a été en fait adoptée par les UNPRI et qui est devenue AIC International. À l'heure actuelle, nous avons une quarantaine de membres qui ont adhéré à cette initiative qui vise en fait à mettre en place la possibilité de faire en fait un bilan carbone des portefeuilles pour aller vers une neutralité du bilan carbone des portefeuilles. Donc, il y a toute une méthodologie qui a été mise en place, qui est assez lourde pour les entreprises, puisque c'est très, très intrusif au niveau des entreprises dans lesquelles on est investi. C'est un mécanisme qui s'installe sur la durée et je vais vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Après, j'ai un schéma pour expliquer comment est-ce qu'on implémente les critères ESG dans les sociétés non cotées. Et encore, donc plus récemment, donc, nous avons été entre-temps rattrapés par, je dirais, le côté réglementaire de ces sujets, puisque nous avons des textes importants au niveau européen qui vont encadrer fortement tout ce qui touche en fait l'implémentation de tout ce qui touche en fait la finance durable. Et nous avons émis notamment un guide pour expliquer quels sont tous ces textes et comment est-ce qu'ils doivent être implémentés dans le capital d'investissement. Et enfin, nous avons également commis un rapport qui faisait le bilan de la dernière décennie, donc 2010-2020, et qui a des velléités, des objectifs, une ambition assez forte d'ici 2030. Et comme vous le savez, dans le cadre donc du plan vert de la Commission européenne, 2030 est une année importante où on fera un bilan pour aller vers la neutralité carbone qui est souhaitée par la Commission européenne. Alors, comment est-ce qu'on implémente? Parce que c'est la question que tout le monde se pose, mais comment vous faites techniquement pour mettre en place ces critères ESG? Madame Vasseur, je vous interromps, on en est à 22 minutes. Vous pouvez conclure avec la mise en place des critères ESG, Oui, je s'il vais vous aller plaît. très vite. Donc, Merci. on prend une photo un instant avant d'investir dans l'entreprise. En fait, il y a des due diligence qui sont réalisées. Et donc, il y a un diagnostic avant l'acquisition de l'entreprise qui sont faites. Une fois que l'investissement est réalisé, on va implémenter dans, par exemple, le pacte d'actionnaires, la mise en place d'un plan qui va être suivi pendant toute la durée de détention de l'entreprise, avec bien sûr une obligation pour les instances de gouvernance de prendre en compte en fait ces éléments et de faire au moins une revoyure tous les ans sur ces sujets-là et sur le suivi du plan d'action. Quitte à mettre en place en fait des actions correctrices en cours d'année. Et enfin, avant en fait la session, il y a à nouveau en fait des due diligence qui sont réalisées, qui permettent de faire une photo de sortie et de voir exactement quel était le chemin parcouru par l'entreprise pendant toute la durée de détention et de voir quels sont les progrès en fait réalisés. Voilà. Avant la session. J'en terminerai par là et je vous remercie pour votre attention. Merci France Vasseur. L'heure des questions est venue et comme toute table ronde sur le private equity ne saurait se dispenser de la présence du régulateur, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Grillet-Aubert, économiste senior à l'autorité des marchés financiers, à qui je vais poser la première question et ensuite ce seront les vôtres. Monsieur Grillet-Aubert, vous avez identifié des risques pour le secteur du private equity dans la dernière cartographie des risques de l'AMF. Quels sont-ils ? Je vais faire écho à une question qui a été posée précisément par les participants sur le levier. C'est-à-dire que la mesure du levier des fonds de private equity a été instaurée et normalisée par la directive AIFM. Donc, c'est une directive qui a été au départ appliquée surtout, qui a été inspirée par des faillites très spectaculaires de hedge funds, donc en fait dans un secteur assez différent. Et je voudrais effectivement
dire que probablement la mesure du levier n'est pas tout à fait adaptée dans ce contexte. C'est-à-dire que la prise en compte du levier par la directive AIFM est effectuée au niveau du fonds, du fonds de private equity lui-même, mais elle ne prend pas en compte en fait l'ensemble de la structure qui est mise en place dans ce contexte. C'est-à-dire qu'en général, un fonds de private equity investit à travers un SPV qui est créé à cet effet, souvent pour des raisons fiscales, mais aussi, le cas échéant, pour contracter du levier, donc typiquement des SPV irlandais. Voilà. Donc, tel qu'il est pris en compte actuellement dans la directive, en fait, le levier qui est considéré ne concerne que le fonds, mais pas l'ensemble de la structure et non pas le SPV. Donc, c'est une réflexion, je pense, qui a été entendue déjà au niveau de l'ESMA et qui est un peu dans l'esprit des discussions qui devraient avoir lieu dans le cadre de la révision de la directive. Ceci dit, ce débat est en partie à côté du sujet, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai levier d'un fonds de private equity, par construction, un fonds de private equity, c'est un fonds action. Donc, il n'a pas vocation en tant que tel à s'endetter. Structurellement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'endettement se situe au niveau de la cible d'investissement. Donc, le SPV en question qui a été mis en place investit, lui, dans les sociétés choisies. Et ces sociétés-là, une fois que le fonds en a pris le contrôle, s'endettent et font remonter en fait des dividendes à la société, au fonds. Donc, en fait, ce levier-là, qui est le levier pertinent et qui est le levier qui inquiète un peu dans le contexte, vu le développement de la leverage finance, c'est probablement celui qui importe d'un point de vue économique. Et donc, en fait, il ne se situe pas au niveau du fonds, il se situe au niveau des cibles. Et ça je pense que c'est assez mal pris en compte ou mal évalué dans l'état actuel des choses. Merci. Marie-Alix, est-ce qu'il y a des questions des participants? Oui, nous avons énormément de questions. Alors, je vais commencer par la première. Est-ce vrai que les nombres de listed equity aux US est de plus en plus fiable? D'où vient ce trend et pourquoi alors que les actions US ont d'excellentes performances? De plus en plus faible, j'imagine. De plus en plus bas, donc. Qui veut répondre? I'm happy to take it. So the number of stocks in the US has been divided by 2 over the last 20 years. So basically we are back to the number of stocks of the late 70s. The stocks that have been taken out, however, are the small ones. So in terms of total market cap, the US public equity has grown over time. It is much larger than 20 years ago, but it is much more concentrated. You have Amazon, Apple, etc. that have, maybe Amazon alone or Apple alone might be the same market cap of the all of the French stock market. So the number of stocks has been divided by 2 in the US, and the declining number of stocks is not due to the return of the stock market. The stock market in the US has always done pretty well. The S&P 500 a bit less well in the early 2000s, but the decline is probably due to this concentration in the US, what do we see everywhere, where Facebook is buying everything that shines, same for Microsoft, etc. So there's a massive concentration of companies. So where before you would have had Instagram traded and a Facebook and so on, now Instagram is part of Facebook and so on and so forth. So Skype is not a separate company, it's part of Microsoft and so on and so forth. So you have this recreation of conglomerates in a sense that explain part of the declining number of stocks. And the presence of private equity, of course, means that some companies stay in the hands of private equity for much longer. They don't need to go IPO. They can go from one private equity owner to another one, and so do not need the public markets to finance themselves, to expand, to do anything. So we see the same decline in the UK.
There are some countries where it's not the case, like Japan. I don't know what it is in France, but it is something that is globally, and especially in the US, very strong trend. Merci. Une question pour France Vassot. Il y a un pays où il n'y a pas de baisse du nombre d'actions cotées, c'est la Chine, où il y a une explosion du nombre d'actions cotées. Oui. Pardon. J'ajouterais également que il n'y a pas seulement une baisse des montants de financement qui transitent par la bourse, mais que la proportion du financement par le non coté a augmenté considérablement. C'est-à-dire que si on prend aux US le rapport entre les financements par les bourses et le financement par les non cotés, en fait, c'est inversé. Enfin, c'était le double il y a une vingtaine d'années, et c'est aujourd'hui l'inverse. Donc, en France, on a une évolution similaire. C'est-à-dire que le financement, le rapport entre les encours d'actions cotées et les encours d'actions non cotées a pratiquement baissé de moitié, de 60 à 30% entre 2001 et 2019. Donc, c'est des choses qui font que, par exemple, au Royaume-Uni, la cote du LSI, qui était de très très loin la cote de la bourse dont la cote était la plus fournie et la plus riche en Europe, est en train d'être en voie d'être détrônée par Euronext. Et précisément parce que aussi les financements alternatifs se développent. Ce qui pose quand même des questions un peu sur les incitations qui amènent ces évolutions. Merci Laurent. J'ai une question pour France Vassot. Dans quelle mesure, outre les cessions d'entreprise, les versements de dividendes contribuent-ils aussi à la performance des fonds de private equity? Alors, les dividendes ne font pas partie en fait de la performance dans les fonds de private equity. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En fait, les dividendes vont servir en fait à rembourser la dette. C'est les banques qui bénéficient le plus des dividendes. C'est pas du tout quand on est dans une opération de buy-out. C'est pas du tout le fonds. Le fonds ne perçoit, pour ainsi dire, pas du tout les dividendes. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est la cession de la participation in fine. Voilà, ça c'est encore une image d'Épinal contre laquelle nous essayons de nous battre. Donc non, il n'y a pas de distribution de dividendes au niveau du fonds. En plus, fiscalement, pour le fonds, ça l'arrange pas d'avoir des dividendes. Je vous le dis tout de suite. C'est un peu compliqué. Ceci dit, les dividendes sont importants pour rembourser les banquiers, non? Mais c'est ce que je viens de dire. C'est les banques qui en profitent. En fait, la distribution des dividendes, elle va servir d'abord à rembourser les banquiers. Ce sont les banquiers qui bénéficient en premier des distributions de dividendes. Et d'ailleurs, c'est dans un contrat de prêt. Ils demandent à ce que toutes les sorties de cash, d'abord, ils imposent à ce que, ce qui est normal, à ce que les comptes des entreprises soient chez eux et que les flux sortants soient chez eux, dans leur compte à eux. Voilà, c'est comme ça. Merci France. Prochaine question. Vous avez mentionné les bases de données en private equity. Souffrent-elles toujours des mêmes biais, survivorship, data mining, sample selection? Je peux la prendre probablement pour répondre à cela en français. La base utilisée américaine de Burgiss, et la raison pour laquelle utiliser Burgiss, c'est que l'on pense qu'il n'y a pas beaucoup de biais de sélection parce que les données viennent des investisseurs. C'est-à-dire que les gens qui donnent les données sont un fonds de pension qui dit voici tout ce que j'ai investi en private equity, tous les fonds de managers, etc. Donc dès l'instant qu'il y a un investisseur qui travaille avec Burgiss, qui investit dans un fonds, le fonds est dans la base de données. Donc il peut y avoir un effet de survivorship bias, mais il ne va pas être énorme. Mais il est toujours présent et il y a du backfilling.
Donc, lorsque Burgiss s'est établi il y a 10 ans, toutes les données ont été backfilled. Donc, il y a un biais positif, mais qui n'est peut-être pas énorme. Là où il faut davantage se méfier, c'est lorsque les données viennent de survey. Donc, je ne sais pas comment France Invest collecte leurs données, mais si ça vient de personnes qui disent « voici mon track record » et que c'est fait de façon volontaire, là, ça peut être plus compliqué. Mais c'est pour ça qu'on se concentre beaucoup sur les données américaines dans mon travail, parce que on est sûr d'un biais de base, dans les bases de données qui est plutôt faible. Merci Ludovic. Prochaine question. Quel rôle le levier de la dette a joué dans la constitution des rendements du private equity? Et on a beaucoup parlé de rendement, mais quid du risque et notamment contre les marchés financiers qui sont cités en comparatif? Vous voulez que je l'apprenne aussi ou... ça reste un peu difficile en français, donc je vais le faire en anglais. So we don't talk about risk because we don't really know how to measure it. Now, I have written a lot of papers trying, the best methodologies possible to measure risk in private equity. Usually we find that it would be the equivalent of like a beta of 1.3. That's what has come out of my studies, and that's what seems to be used by investors. Thereafter, like CPPIB uses a 1.3 coefficient, like a beta of 1.3 to assess the risk of private equity. And indeed, it's what came out of my work. The reason is not more than that. So these companies are highly levered. So the beta could be expected to be a lot more if you use the usual formulas in the textbooks. The reason the beta is not a lot more given the more leverage is because the capital structure in private equity is actively managed. So what that means is that it's not like a hedge fund that says, I take a short position on Peugeot to take a long position on Renault, and then you can then calculate the beta of that position with a standard formula. You are indeed highly levered, and any downturn may be fatal for you in that position. In private equity, the capital structure is very elaborate and with a lot of flexibility, which means that even in a downturn, you're not going to be wiped out because you have a lot of leverage. In fact, we have seen it in 2008 and we have seen it again with COVID. There is not that much bankruptcy in private equity, even though you have leverage that was 60, 70, 80% coming into the crisis. If you would have taken a public equity position with 80% leverage coming into the COVID crisis, you would have been wiped out in about 2-3 days in March. So in private equity, because of the way the capital structure is managed actively and structured, you do not have this kind of high risk that you would have with similarly highly levered transactions in public markets. So that's why we are usually comfortable to compare private equity returns with public equity returns directly in the US, because it feels that, and when we measure it, that the risk is not too far away from one another, at least in leveraged buyout. For venture capital, it's much more complicated, because in venture capital, even with the best tools, it's very hard to assess the risk, because you have a few home runs that have extreme performance and tons of bad deals, and so it's a lot more difficult. But for LBOs, we feel that we are not too far from the risk of public equity. France Vassaux, vous aviez envie de répondre à ces questions, j'ai cru voir à votre langage corporel. Oui, effectivement. Concernant en fait l'effet de levier, on a fait des études sur justement la création de valeur pour comprendre d'où venait la valeur dans les opérations de management buyout. Et d'ailleurs, elle est accessible sur notre site internet. On a une étude sur la création de valeur. Donc, c'est une étude en fait qui est assez complexe à mener, parce qu'en fait, c'est à base d'interviews et de suivi en fait d'échantillons en fait d'entreprises. Et à partir de ces entreprises, on définit quel est l'effet en fait qui a vraiment créé la valeur au niveau de l'entreprise. Et on se rend compte que l'effet de levier en fait n'est pas du tout en fait l'effet premier. Le premier effet, c'est clairement en fait la création en fait il y a l'effet multiple, et il y a clairement la création en fait le fait que l'entreprise prend une taille différente, a de nouveaux marchés et donc se développe. C'est surtout cet effet-là en fait qui crée en fait la valeur de l'entreprise.
Okay, can I answer that because I'm You're quite... not agree with that, maybe. Okay. No, I'm really upset with this type of study. So I'm going to start by first giving you a compliment, because it's the first time in 20 years that I see a presentation by a body like yours with that looked at organic growth. And so I want to congratulate you on that, because it's the first time I see a study with organic growth. What any other body, FK, American Invest, etc., produces is always with add-on acquisitions, which shows completely stupid numbers. They are completely incomparable and extremely misleading. So the first time I see a number that where someone has done this kind of work, and so congratulations on that. On the effect of leverage, however, I suppose that you have used Value Bridge. The problem with Value Bridge is that it is a tool that makes absolutely no sense. And to illustrate, I'm going to tell you very quickly, if I can, how it is constructed. So the way Value Bridge works is the following. People say, what is the debt at the beginning of a deal? What is the debt at the end of a deal? And what is the difference in multiple between the beginning of the deal and the end of the deal? And what is the earnings at the beginning and the end? And basically they say, what I'm going to say comes from leverage effect is the difference between the debt there was at the beginning of the deal and the debt at the end of the deal. And over the last 15 years, the debt level doesn't change between the beginning of the deal and the end of the deal. And therefore people say, look, debt doesn't contribute to value creation because there was as much debt at the end than there was at the beginning. It's a joke. I'm sorry. It's like, these sorts of things really, people are lucky I'm not in charge of the AMF or the SEC, because I really think that people should be heavily sanctioned for showing value bridges. It is incredible to be allowed to do such things. You take a deal like Hilton Hotels, they have even more debt at the end of the deal than at the beginning of the deal. And these guys, I've seen this presentation, these guys say, look, leverage has contributed negatively to a value creation on that deal. You're kidding me? Non, c'est un effet, c'est pas un effet négatif, c'est un effet. I've seen presentation. I can even tell you the name. Bridgepoint has a presentation with a share value bridge. They have minus 7% contribution of debt. Why? Because their debt usually increases during the life of the deal. So the value bridge is an extremely misleading way to attribute how much leverage has contributed to value creation. It makes absolutely no sense and always gives you the same answer, which is that everything comes from earnings growth, but just because of the way it's calculated, not fundamentally. If leverage was not contributing to any value creation or return, people would not use leverage. People would just not put any if there is no point. Si they put tons of leverage, then there is a point to do that. Ah, mais je ne vous ai pas dit qu'il n'y avait pas d'impact sur le levier, je vous ai dit que ce n'était pas l'effet essentiel. L'effet essentiel, et je vous incite plutôt à prendre connaissance de nos études et à regarder ce qu'il y a dedans avant toute critique. Je ne connais pas l'étude que vous avez vue de la part de Bridgepoint. Je ne connais pas. Vous n'avez pas utilisé le value bridge. On tient compte. Alors, c'est un peu plus complexe que ça parce qu'en fait, il n'y a pas que cet effet-là. Il y a plein de paramètres. Hein. C'est une étude qui est assez complexe. Hein. Je vais vous avouer que je n'ai probablement pas tout à fait le niveau scientifique pour tout vous expliquer. Je le reconnais humblement. Je ne suis peut-être pas la bonne personne pour vous expliquer la méthodologie derrière. C'est une méthodologie extrêmement complexe. Vous avez des explications. Enfin, la résultante est assez simplifiée, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. Il n'y a pas que le value bridge. Si je peux me permettre, peut-être, je me pose un peu la question aussi de ce qu'on compare à quoi. C'est-à-dire que je pense que la structure du private equity français valorise peut-être beaucoup moins les LBO qu'aux États-Unis, où ces opérations ont une importance quand même plus. Voilà. Donc, si on compare des opérations plus de capital risque qui ont peut-être pas la même vocation à être leveragées que des opérations à des opérations de LBO anglo-saxons, on n'a peut-être pas exactement la même nature des opérations et des risques. En venture capital, le problème ne se pose pas, mais la question de est-ce que le leverage contribue à la performance ne se pose pas non plus. Donc cette question-là est toujours sur le LBO. Oui, elle est toujours sur le LBO, je suis d'accord avec vous, mais je vous incite quand même à regarder notre étude et j'écouterai avec la plus grande attention vos commentaires pour nous faire progresser. C'est dans mon livre, mais je peux vous faire un résumé.
Mais j'attendais que vous m'en envoyiez un, que vous me le dédicaciez, d'accord. Ludovic Philippot. Voilà, la poste ne marche pas très bien, c'est ainsi, mais je vous en enverrai Ah, la un. poste ne marche pas très bien. Peut-être que ça marche peut-être pas très bien en Angleterre. En tous les cas, en France, ça marche très bien. Hein, je peux vous assurer. Hein. En Angleterre, c'est difficile, mais je vous en enverrai un. Non, mais si vous l'avez en version dématérialisée, on peut aussi la prendre en version dématérialisée. Vous savez, on est moderne. On finance les startups. Hein. Ah, oui, oui, très bien. Marie-Alix, une autre question? Oui, une question pour Laurent cette fois-ci. Comment s'exercera la supervision des fonds de capital investissement dans l'assurance vie entre l'AMF et l'ACPR? Pour être très franc, c'est pas une question que je me suis posée très spécifiquement, hein, mais y a- je pense que Florent France va répondre mieux que moi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'ailleurs comment les portes de l'assurance vie française sont en train de s'ouvrir à certains fonds de capital investissement? Alors, à la suite de la loi Pacte, ce qui a été mis en place, c'est on a, on va dire, modifié plusieurs choses. Ça s'est passé en plusieurs temps. Le premier temps, c'était en fait avec la loi Macron, en fait, en 2015, où on a en fait ouvert la possibilité pour les fonds qui, vous le savez, la difficulté des fonds de capital investissement, en fait, c'est qu'ils ne sont pas liquides. Donc, il y a cette question de liquidité. Donc, la loi Macron a essayé d'apporter une solution en fait à l'illiquidité des fonds en permettant, sous réserve bien entendu de l'accord de la compagnie d'assurance et du souscripteur et du bénéficiaire du contrat, de pouvoir en fait recevoir des parts de fonds en échange lors du dénouement du contrat. Bon, ça c'est un premier volet. Maintenant, nous avons un deuxième volet avec la loi Pacte qui est venu en fait modifier le fonctionnement en fait des fonds de capital risque. Les fonds de capital risque, en fait, c'était les fonds historiques qui sont des fonds agréés par l'autorité des marchés financiers, c'est-à-dire que les fonds qui sont offerts en fait au grand public au travers des contrats d'assurance vie sont souvent des fonds agréés. Donc déjà, il y a une autorisation qui est donnée par le régulateur pour pouvoir commercialiser ce type de véhicule. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que les assureurs, en fait, sont de leur côté libres de sélectionner en fait les fonds qui vont être support en unité de compte sur les contrats, dans les contrats qu'ils vont proposer en fait aux particuliers. Et dans ce cadre-là, il y a tout un screening qui est mis en place par la compagnie d'assurance pour sélectionner les fonds et les gérants qu'ils souhaitent. Voilà. En gros, comment se passe la répartition. Et l'assureur devra, j'imagine, je ne travaille pas dans une compagnie d'assurance, donc je ne suis pas à même de pouvoir vous répondre, mais j'imagine que sur ce screening-là, il doit rendre des comptes auprès de son régulateur sur la manière dont il sélectionne les produits qui sont présentés après en fait, aux particuliers. Laurent Voilà. Griaubert, vous confirmez néanmoins que l'AMF est l'instance de régulation des sociétés de gestion de fonds de capital investissement et donc la Absolument, CPR oui. est celle des compagnies d'assurance. Absolument, oui, c'est ça. Donc, c'est clair qu'il y a une articulation entre les deux autorités. Peut-être pour ajouter encore des précisions à ce que France vient de dire, la loi Macron, elle a également créé un nouveau type de véhicule, les SLP, les sociétés de libre partenariat, qui sont des véhicules qui ont vocation à transposer un peu les véhicules anglo-saxons dans le droit français. Donc ça, c'est une chose. Et effectivement, donc il s'ajoute à la liste des véhicules supervisés par l'AMF qui sont pour l'essentiel des fonds qui prennent 4 formes, des FCPR, des fonds communs de placement à risque, des FCPI, des fonds de commun de placement dans l'innovation, enfin, c'est plus mineur, et des fonds d'investissement de proximité, ce qui étaient des véhicules un peu fiscaux, voilà, et dans la vaste majorité des fonds professionnels de capital investissement. Donc ça représente quand même la masse des encours. On a environ 70 milliards d'encours en France aux dernières statistiques de septembre de l'AMF. C'est 80% de FPCI, donc de ces fonds
professionnels de capital investissement, qui sont donc soumis à des règles quand même beaucoup moins strictes que des fonds distribués aux particuliers. Mais pour être très honnête, s'il y a des évolutions prévues par rapport à l'assurance vie, je ne saurais dire. Ce que je sais, c'est que la loi Pacte, effectivement, a augmenté aussi certains seuils, plutôt baissé certains seuils d'investissement dans l'assurance vie. Et donc, elle tend à faciliter, à ouvrir l'accès au private equity via l'assurance vie. Marie-Alix, une dernière question peut-être? Alors, y a-t-il plus de dispersion dans les performances des gérants private equity que les fonds d'actions listés? Voit-on une asymétrie? Ludovic, vous avez des vues? Il n'y a pas une asymétrie énorme, c'est assez bien distribué, mais il y a plus de dispersion en private equity qu'en public equity. Oui. Une partie est artificielle, c'est parce que l'utilisation du TRI exagère la dispersion. Et il y a le fait que les fonds sont détenus pendant 10 ans, donc ça aussi exacerbe la dispersion par rapport à des mutual funds où on regarde les performances annuelles. Mais même si on corrige pour ces effets-là, il y a plus de dispersion en private equity qu'en public equity. JP Morgan AM fait un point trimestriel des marchés dans lequel on retrouve cette statistique illustrée de façon visuelle et de façon très très frappante. Et oui, je confirme, la dispersion est absolument considérable. D'où le fait que dans l'étude de Ludovic, c'est le top décile qui rafle la mise et qu'il y a un risque de sélection absolument considérable, notamment dans le cadre de la retailisation en cours des fonds de capital investissement. Il est peu probable que les investisseurs privés lambda aient accès aux meilleurs fonds de Blackstone ou KKR. Cependant, pour Blackstone et KKR, j'ai noté les performances qui sont dans leur annual report et elles ne sont pas si élevées que ça. Donc, même ces grands noms, la raison pour laquelle ils sont très riches, c'est parce qu'ils prennent des frais qui sont très importants et sur des sommes très, très importantes. Donc, comme l'a dit entre les lignes un peu France Vassaux, des frais deviennent. Les gens ne sont pas très riches lorsqu'ils ont des fonds plutôt petits, de 100, 200 millions. On ne fait pas fortune avec ça et on n'a pas de très gros salaire avec ça. Mais lorsqu'on a des fonds à 10 milliards ou des choses comme ça, donc les sommes dont on parle pour Blackstone, KKR, etc., on gagne énormément d'argent. Mais si on regarde la performance des KKR, Blackstone, etc., elle n'est pas différente des chiffres qu'ont montré France Vassaux, par exemple. C'est des performances qui sont très proches de 11, 12, 13% net au total. Donc, c'est des gros rafles la mise, mais ce ne sont pas eux forcément que le meilleur rendement. Merci. C'est vrai dans le côté aussi. Pardon. Non, je disais, c'est vrai dans le côté aussi. Pardon. Alors, on va faire quelque chose. On va reposer les questions du début pour voir si nos intervenants ont fait un petit peu bouger les lignes ou pas. Donc, Marie-Alix va nous réadministrer le sondage du tout début. Encore 5 secondes. Eh bien, les lignes ont considérablement bougé puisqu'on en était à 42%, 33% et 25%. Donc, vous n'êtes plus aussi nombreux à penser que la performance du capital investissement sera meilleure que celle des marchés cotés. Ça baisse donc de 49 à 29. Vous êtes un petit peu plus nombreux à penser que ce n'est pas le cas et vous êtes un petit peu plus nombreux à ne pas avoir d'idées précises. Donc, les lignes ont bougé. Il me reste à remercier nos participants, Ludovic Philippou, France Vassaux, Jean-François Bouillet et Laurent Grillet-Aubert. Et je vais vous donner quelques informations, si vous m'accordez encore 2 minutes. Au nom de CFA Society France, le comité Advocacy Recherche
en permanence des membres volontaires désireux de partager leur expertise technique dans la rédaction des positions de l'association locale sur les évolutions réglementaires et une incidence sur nos différents métiers. Les préoccupations actuelles sont les suivantes: la révision de MiFID II et le rôle de la recherche, la finance digitale en Europe, le plan d'action européen sur le changement climatique et les enjeux entre entreprises cotées et non cotées dans le cadre de l'Union des marchés de capitaux. Le comité GIPS, présidé brillamment par Jean-François Bouilly, recherche également des volontaires. N'hésitez pas à consulter le site de CFA Society France. Il me reste à vous remercier tous et toutes pour votre présence et vous souhaiter une excellente soirée. Merci. Merci à tous. Merci. Bonne soirée.